Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Permettez-moi de vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 et surtout une chose au moins sur laquelle on ne risque pas de vous taxer ou de vous obliger, c'est au moins d'essayer d'avoir la bonne santé, même si malheureusement pour certaines personnes, ce qui va se passer dans l'année 2023 pourrait avoir des conséquences sur le moral, et qui plus est, lorsqu'on n'a pas le moral, forcément la santé en subit les conséquences. Titre de cette première vidéo de la saison 5. Saison 5, nouvelle saison, je pense que je vais garder cet habillage, je ne vais pas le changer, je pense qu'il est suffisamment adapté aujourd'hui à cette chaîne. Fin de la partie. Titre donc de cette première vidéo de 2023, disparition. Je vais vous donner quelques exemples de disparition. Vous en avez peut-être entendu parler, ou sinon je vais essayer de vous expliquer un petit peu la situation. Nous avons sur Internet une contestation, une colère qui s'exprime de la part de ce que l'on appelle des artistes graphistes. Des graphistes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens, des artistes évidemment, qui utilisent évidemment leur art, leur technique, leur spécificité, leur style pour leur business. Leur business, c'est évidemment vendre des graphiques, du graphisme, pardon, graphisme différencié, ça peut être des créations de logos, ça peut être des créations de personnages, ça peut être même de l'animation pour le cadre professionnel, c'est-à-dire créer par exemple des logos, voilà, créer des logos, créer des personnages, créer des mascottes pour un certain nombre d'entreprises. Évidemment, c'est un marché qui fonctionne plus ou moins bien, dans ce sens où beaucoup d'entreprises maintenant font appel à des graphistes sur Internet au lieu de faire appel à des entreprises de communication. C'est plus simple, c'est souvent moins cher, mais jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les graphistes, plus particulièrement ceux qui vivent de leur art, sont en colère. Ils sont en colère, pourquoi? Parce que depuis quelque temps est arrivé sur Internet une multitude de sites qui permettent d'accéder à la création artistique assistée par ordinateur, ou plus communément appelée par intelligence artificielle. L'un des sites les plus connus aujourd'hui et utilisé de façon très fréquente, c'est un site qu'on peut trouver sur le réseau Discord qui s'appelle Midjourney. Et sur Midjourney, comme je le dis, sur d'autres sites, je crois qu'il y a une multitude d'autres sites, il vous suffit d'y aller, de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire avec, par exemple, si vous avez une adresse email, vous pouvez accéder directement avec votre adresse email sur ces sites. Et pendant un temps donné, vous avez un usage gratuit avec un certain nombre de créations que vous pouvez faire. Parce que ces créations, en réalité, eh bien, elles sont non pas créées par des artistes, mais par une intelligence artificielle. C'est-à-dire par une ligne de commande. Vous pouvez trouver un tutoriel, vous verrez, c'est très facile à utiliser. Bon, malheureusement, c'est utilisable beaucoup en anglais, mais vous verrez, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, et vous verrez par vous-même que c'est très facile à utiliser, hein, c'est souvent des mots-clés avec des conditions, etc. Et vous pouvez, grâce à cet outil, eh bien, créer ce que vous voulez. Par exemple, voici moi ce que j'ai créé. Voici par exemple, j'ai créé cette image où j'ai tout simplement voulu mettre le personnage d'Albator. Vous connaissez Albator certainement, dans son nom original Captain Harlock, dans des styles de peinture avec un cadre. Et voilà. Ou, par exemple, vous pouvez demander à ce que cette intelligence artificielle vous crée une architecture spécifique, dans une lumière spécifique, dans un style spécifique. Par exemple, vous pouvez même utiliser une photo. Vous pouvez utiliser par exemple une photo avec votre visage et lui demander avec votre visage de créer une peinture style
XVIIe siècle, XVIe siècle, une peinture en chevalier, en viking, ou ce que vous voulez. Plus les conditions sont précises, plus les conditions sont détaillées, plus évidemment l'intelligence artificielle va vous créer quelque chose qui est, je vous l'admets, bluffant. Sauf qu'évidemment, ces outils existent depuis quelques années, mais vous le savez, l'informatique c'est un domaine qui va très très vite. Les technologies se perfectionnent. Il suffit, si vous avez pu voir le film Avatar, de vous rendre compte que James Cameron, cette fois-ci, a monté encore plus haut d'un niveau la technicité, le détail, la précision de ces images de synthèse, que aujourd'hui même Marvel, pourtant Fox qui produit Avatar, qui appartient maintenant à Disney, Disney se rend compte que là, James Cameron a foutu littéralement une claque aux films qui utilisent très souvent les technologies, ce qu'on appelle du CGI, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de créer des visages, ou tout du moins des personnages virtuels. C'est vrai que jusqu'à présent, les personnages virtuels, même si au fil des ans on a eu des perfectionnements, permettant parfois même, par exemple, de créer ce personnage qui est un personnage de Star Wars, qui est le grand Moff Tarkin, qui était joué en 1977 je ne me souviens plus de son nom de Dieu, et cet acteur est décédé à la fin des années 80. Sauf que dans le film Rogue One, eh bien on l'a ressuscité. Et même si on y regarde un petit peu plus près, on se rend compte que c'est pas encore parfait. On sent qu'il y a certaines expressions faciales, des expressions du visage, certaines expressions des yeux, qui restent encore relativement dans une expression qui trahit le fait que c'est bien de l'image virtuelle. Sauf que on attend impatiemment le film Indiana Jones 5. Pourquoi ? Parce que dans Indiana Jones 5, au début, il y a une séquence avec un Indiana Jones tel qu'on l'a vu dans Les Aventures de l'Arche perdue. C'est d'ailleurs un Indiana Jones d'une trentaine d'années. Je vous mets cette image qui est issue du film annonce qui a été publié il y a plusieurs semaines de cela. Et cette image, alors évidemment c'est très furtif, mais cette image va peut-être pousser encore plus loin la possibilité non seulement de rajeunir des acteurs, mais peut-être de recréer des acteurs décédés. Évidemment, ça pousse un problème quand même d'éthique. D'autant plus que pour Indiana Jones, vous avez peut-être vu ces vidéos où vous avez ce qu'on appelle les deepfakes. Ces fameux deepfakes qui permettent aujourd'hui de pouvoir faire revivre ou de remplacer le visage par un certain nombre d'autres personnes. Il y a plusieurs années de cela, un des deepfakes qui avait fait la démonstration à la fois de la prouesse technologique, mais aussi de l'aspect terrifiant que cela peut susciter, c'était cette vidéo d'Obama. Obama qui tenait un discours, mais avec des mots, avec un vocabulaire qui n'est pas scié à celui d'un président des États-Unis. Pour au final révéler qu'en réalité, Obama n'a jamais tenu ce discours, que ce discours était tenu en réalité par un personnage virtuel. Un des fers de lance, d'ailleurs, de ces deepfakes a été débauché justement par Lucasfilm et Disney pour travailler sur Indiana Jones. On a pu le voir également, si vous avez pu passer sur la chose, que dans la série Mandalorian, qui est la série qui est un spin-off diffusé sur Disney+, de l'univers de Star Wars, dans Mandalorian, dans la dernière saison, est apparu et il est apparu également dans la série, quelques épisodes de Boba Fett, de Book of Boba Fett, c'est Luke Skywalker. Luke Skywalker sous les traits de Mark Hamill, mais un Mark Hamill rajeuni. À tel point que dans l'épisode original, en effet, on voit le visage de Mark Hamill, mais on sent bien que c'est un visage plus ou moins CGI. Eh bien, ce monsieur, cette personne, qui a fait des CGI sur Internet, a retravaillé cet extrait en remplaçant le visage CGI par justement le procédé du deepfake. Et là, en effet, c'est bluffant. C'est bluffant parce que si on n'a pas l'œil expert, eh bien, on y voit du feu.
Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que la création artistique par une intelligence artificielle, dans quelques années, pourra permettre à des gens, comme vous, bien tout simplement de créer ce que vous voulez. Et qui plus est, en matière professionnelle. Et c'est là que les graphistes aujourd'hui sont en colère. C'est que vous avez des entreprises qui passent par des gens qui en réalité ne sont pas des artistes, qui en réalité ne sont pas des créateurs, mais qui tout simplement utilisent ces outils d'intelligence artificielle pour créer des produits qui ensuite le vendent à des entreprises en tant que graphique, en tant que graphisme. Des graphismes qui sont réutilisés pour la création de sites internet, des graphismes qui sont utilisés pour faire des campagnes publicitaires, des affichages publicitaires. Vous comprenez que finalement aujourd'hui, les graphistes, c'est-à-dire les vrais artistes, c'est-à-dire ceux qui avec leurs mains, avec un stylo, une tablette graphique, dessinent, colorient, etc. Donc c'est des savoir-faire qui ont un coût. Sauf que là où un artiste va peut-être vendre les droits, parce qu'attention, quand vous créez quelque chose et que vous le vendez à une entreprise, vous ne le vendez pas uniquement que le produit, vous vendez aussi les droits. Pour la légende, la fameuse pomme Apple a été aujourd'hui l'un des logos qui a coûté le plus cher. Puisqu'à partir du moment où vous vendez un logo, ce logo il va se retrouver partout. Le logo va être l'identité de l'entreprise. Et donc par conséquent, à partir du moment où vous créez un logo qui est l'identité de l'entreprise, vous le vendez, vous vendez les droits. C'est-à-dire que vous n'avez, en tant qu'artiste, en tant que créateur, vous n'avez plus aucun droit sur l'œuvre que vous avez créée. Donc là, évidemment, vous comprenez que ça peut grimper très, très, très haut. Moi, très modestement, il m'est arrivé une fois de créer un logo, ou tout du moins de créer un personnage pour un outil de communication local, qui n'était pas national à l'échelle de la France, mais plutôt régional. C'est quand même un produit qui m'a pris peut-être 10 minutes à créer. Je l'ai vendu, je crois qu'à l'époque j'avais vendu les droits à peu près 5000 francs. 5000 francs de l'époque, mais c'était un usage uniquement local. C'est-à-dire que la condition contractuelle, c'était que ce personnage ne pouvait pas être utilisé à l'échelle nationale. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc vous comprenez que là, les artistes et les graphistes sur Internet, ont peur. Ont peur de disparaître. De disparaître parce que, à moindre coût, vous avez des gens qui vont pouvoir utiliser des intelligences artificielles pour faire de la création graphique et ensuite le vendre. Le vendre à des entreprises. Alors pour l'instant, il y a quand même des sécurités. La sécurité, c'est que les sites qui vous permettent de créer des choses par l'intelligence artificielle conservent des archives. Et donc à partir du moment où ils conservent des archives, vous ne pouvez pas vendre l'exclusivité et les droits d'un graphisme. Et deuxièmement, lorsque vous créez un logo par l'intelligence artificielle, en général, les algorithmes, justement pour éviter de nuire au marché des graphistes, vous ne pouvez pas créer par exemple un logo avec des caractères ou avec des phrases ou avec des mots. En règle générale, l'intelligence artificielle possède dans son algorithme une sorte de programme qui lui dit ne reprends jamais des termes ou des mots entiers, tu mets des lettres, tu mets des caractères, tu mets n'importe quoi. Par exemple, je vous prends un exemple, j'ai fait par exemple ce graphisme où j'avais demandé 1984, Orwell, univers, etc., etc. Donc vous voyez, en réalité, sur cette image, il n'a pas repris 1984. Il a mis, je ne sais plus, 1844. Donc ce sont quelques sécurités, évidemment. Mais il suffit que vous ayez un petit logiciel type Photoshop, par exemple, vous prenez ça, et puis vous modifiez le texte, et vous remettez le texte, et puis voilà, vous créez un logo. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il y a une certaine colère de la part des graphistes sur Internet, parce qu'ils se disent que l'évolution de la technologie de création artistique assistée par ordinateur va menacer considérablement le marché et menacer leur propre existence.
Et c'est pour ça que, finalement, dans le titre de cette vidéo, quand je vous dis disparition, eh bien là, vous êtes en train, si vous vous intéressez un petit peu à la chose, vous êtes en train d'assister, finalement, à la disparition, alors peut-être pas de tous les graphistes, mais vu que c'est un marché qui a été très porteur pendant de nombreuses années, vous avez un nombre incalculable aujourd'hui d'artistes sur le secteur. Eh bien, force est de constater que les créations par intelligence artificielle vont fatalement provoquer à un moment ou à un autre une purge dans le marché des producteurs graphiques sur Internet. Disparition, on continue. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Le prix de l'énergie, plus particulièrement le prix de l'électricité en France, eh bien, devient inabordable pour le secteur professionnel. Alors vous, en tant que particulier, vous êtes protégé puisqu'il y a un plafonnement du prix de l'électricité. Mais ce plafonnement n'existe pas pour les secteurs professionnels. Et aujourd'hui, vous avez certainement entendu parler de ces boulangers qui ont décidé de mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus payer les charges, et plus particulièrement, ils ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité. J'ai envie de dire, quand vous avez dans l'État des gens qu'on appelle les hauts fonctionnaires, et qui, lorsqu'il y a un événement, un phénomène qui arrive, et qui fatalement va apporter un problème dans le juste équilibre des choses sur un marché, sur un secteur professionnel, je veux dire, à partir du moment où il y a le problème avec l'Ukraine, on ne va pas découvrir au dernier moment qu'il va y avoir des conséquences et il va y avoir des effets dominos sur le plan énergétique, eh bien, il semblerait que le gouvernement n'ait pas réagi en temps et en heure. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on paye des ingénieurs, des analystes, des experts? Pourquoi est-ce qu'on dépense des millions d'euros pour des cabinets de conseil qui n'ont pas su trouver des solutions pour protéger les petits commerçants, les petites entreprises, qui aujourd'hui, tout simplement, ont la corde au cou et vont fatalement mourir? Eh bien, ce que je vais vous expliquer là, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans quelques vidéos. Alors, je vais le réexpliquer. L'Union européenne, aujourd'hui, est entre les mains des mondialistes, des globalistes. Et les mondialistes et globalistes se sont tellement dopés à la fois sur les marchés, à la fois sur le secteur monétaire, par les quantitative easing, qu'aujourd'hui, ils ont besoin de créer des nouveaux marchés. Comment créer des nouveaux marchés quand il y a saturation? Comment créer des nouveaux marchés quand on a tellement vendu l'ultralibéralisme qu'aujourd'hui on se dit libre concurrence, d'accord, le problème c'est que les gros groupes, à un moment donné, ne peuvent plus se développer. Ils ne peuvent plus se développer parce qu'il n'y a pas suffisamment de secteurs, il n'y a pas suffisamment de marchés porteurs. Et donc la solution c'est quoi? C'est dans un temps avoir milité pour la libre concurrence, sauf que la libre concurrence c'est bien gentil, mais quand un marché commence à saturer, la concurrence elle fait chier. Et donc les gros groupes, qu'est-ce qu'ils font? Les gros groupes, pour continuer à survivre, soit ils se rachètent les uns les autres, soit ils fusionnent, soit ils font des offres d'achat, font des OPA. Seulement ça, c'est ce qu'on a vu pendant 2 ans. Aujourd'hui, la plupart des groupes aujourd'hui ne peuvent pas racheter d'autres entreprises. Parce que ces entreprises sont trop grosses, coûtent trop cher, et que malheureusement, sur certains secteurs, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir tuer les petits. En tuant les petits, massivement, parce que là, on va dire que c'est de la purge, on va purger les petits pour récupérer les marchés. Exemple, nous avons actuellement les boulangers. Les boulangers sont en train de mourir. Dans certains endroits, ça va créer un désert commercial, dans des petits villages. Dans des petits villages, vous avez des boulangeries, mais des boulangeries, parfois aussi des épiceries qui revendaient le pain du boulanger du petit village d'à côté. Vous aviez encore des petits commerces de proximité. Eh bien, tout ça va disparaître. Et ils sont en train de tout faire pour les faire disparaître.
Et vous allez me dire, mais oui, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que tout d'un coup, vous allez voir arriver des enseignes. Des enseignes qui vont remplacer les commerces indépendants de proximité. Regardez à Paris, regardez dans les grandes villes. Qu'est-ce que vous voyez s'installer dans certains quartiers? Vous voyez s'installer, alors, je vous avais déjà parlé des fameuses, ce qu'on appelle plus vulgairement les épiceries arabes. Eh bien, elles sont-elles en train de disparaître? Disparaître pourquoi? Parce qu'on les oblige à signer des franchises, mais à terme, les franchises sont faites pour les tuer. Et une fois qu'on les a tuées, eh bien, on va les remplacer par des épiceries automatisées. Oui, vous avez bien entendu, des épiceries automatisées. Un exemple, regardez Amazon. Amazon aujourd'hui, c'est pas qu'un site internet sur lequel vous pouvez acheter des achats. C'est pas uniquement qu'un service de streaming. Amazon, c'est aujourd'hui aussi des épiceries, mais des épiceries automatisées. C'est-à-dire vous rentrez, alors évidemment il faut avoir un abonnement. Votre abonnement, il vous faut un téléphone portable. Votre téléphone portable, quand vous arrivez, alors je ne sais plus trop exactement comment ça se passe, mais normalement quand vous rentrez, vous devez vous scanner à l'entrée. Vous faites vos courses. Ensuite, vous sortez et vous payez en passant votre téléphone sur le scan. Mieux, aujourd'hui, ils sont en train de se mettre en place des systèmes qui, avec votre téléphone, eh bien, votre téléphone va faire guise de caisse. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un produit avec votre téléphone, vous lisez le code barre, vous le posez dans votre caddie ou dans votre sac, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis une fois que vous avez fini vos courses, vous validez. Alors il y aura peut-être une sécurité à la sortie pour vérifier si, pour apporter un QR code pour vérifier que vous avez bien validé vos achats, et vous pouvez partir. Donc à la limite, vous ne passez plus dans une caisse. Vous ne passez même plus dans une caisse automatique, telle que celle qu'on voit actuellement, de plus en plus remplacer finalement les caissières dans les supermarchés. Alors, dans les supermarchés, c'est plus compliqué parce que là, on est dans des volumes très conséquents. Donc la technologie va avoir beaucoup de difficultés à se mettre en marche. Mais dans des petites épiceries de proximité, ces petites épiceries où il y a généralement peut-être une dizaine de personnes en moyenne dans l'épicerie. Voilà ce que Amazon est en train de mettre en place. Donc, comme je vous le disais, tuer les petits. Tuer les petits, c'est tuer les commerces de proximité, les boulangeries, les épiceries, les boucheries. C'est aussi les restaurants. Quand vous avez des grandes villes par exemple, qui ont une diversité de restaurants. Le problème, c'est que ces restaurants sont des restaurants indépendants, ce sont des commerçants. Alors, vous avez certains restaurants qui ont su se développer, qui ont créé plusieurs restaurants, etc. Alors, on peut dire de petites chaînes locales. Elles arriveront peut-être à s'en sortir. Mais le petit restaurateur qui s'est monté il y a quelques années, qui essaie de faire fructifier son affaire, eh bien lui, il est condamné d'avance. Tout simplement parce que va arriver en France ce qui existe déjà, mais de façon très marginale ou de façon très minoritaire, la franchise. C'est-à-dire qu'il y a des restaurants dans lesquels vous allez rentrer, dans une pizzeria par exemple, ou un restaurant chinois, ou un restaurant libanais, ou un restaurant afghan, ou un restaurant africain. Eh bien en réalité, si vous croyez que ce sera un restaurant indépendant, eh bien non. Ce sera une chaîne. Ce sera un franchisé. C'est-à-dire que des groupes vont créer des chaînes avec une enseigne. Alors, je donne par exemple, ici aux États-Unis, je peux vous garantir que presque 70% des restaurants aujourd'hui, surtout ici en Caroline du Nord, où la restauration est un gros marché, 70%, allez, 75% des restaurants sont des franchises. Ce sont des chaînes. Vous avez par exemple Olive Garden, qui est une chaîne de restaurants italien. Vous avez Carabas, qui est également une chaîne locale de restaurants italiens. Quasiment tous les restaurants chinois ou les Chinese buffets sont des chaînes. Vous avez Coral Restaurant, qui est également une chaîne spécialisée dans les nourritures
poisson. McDonald's, Wendy's, Bojangles, Five Guys qui est arrivé maintenant depuis quelques années en France et qui commence à se développer, KFC. Vous avez également ici aux États-Unis des chaînes qui sont un petit peu plus locales, régionales, par rapport au territoire américain. Par exemple, ici, nous sommes dans le sud, vous avez une chaîne Floride, qui vient de Floride, qui s'appelle Popeye. Enfin, Popeye en français. Vous avez même une chaîne, Bubba Shrimp, qui est une chaîne inspirée de Forrest Gump. Mais pour trouver un restaurant, un vrai restaurant indépendant, alors vous pouviez en trouver. Je dis bien pouviez. Parce que malheureusement, depuis 2 ans, il y en a beaucoup qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Parce que justement, l'inflation fait que les produits deviennent chers, parce que le transport devient cher, et que fatalement, même les coûts de l'emploi aujourd'hui deviennent problématiques. Parce que s'il y a 4 ou 5 ans, vous pouviez payer un serveur 5 ou 7 dollars, aujourd'hui, vous ne trouvez plus de serveur à 5 ou 7 dollars. Vous en trouvez peut-être à 12 ou 15 dollars. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, si votre activité professionnelle est calculée sur les charges pour un salaire moyen horaire de 5 à 7 dollars, et que tout d'un coup vous êtes obligé de le mettre à 14 ou 15 dollars parce que sinon vous ne trouvez personne pour travailler chez vous, mais le problème c'est qu'au niveau des budgets, au niveau des comptes, si vous rajoutez l'augmentation des prix, votre activité finit par tomber en dessous de tout. Parce que là où vous aviez besoin d'une trentaine de personnes pour tourner correctement, avec une qualité, etc., vous ne tournez plus qu'avec 20 personnes, sauf que le problème, c'est qu'il y a des moments où ça passe plus. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'aller par exemple dans un McDonald's, dans un Jack in the Box, dans un Bojangles, dans ces chaînes de restauration rapide, qui finalement ne sont plus rapides. Ne sont plus rapides, pourquoi ? Parce que, ils n'ont plus le personnel adéquat. Donc du coup, moi je peux vous le garantir, quand je suis arrivé aux États-Unis en 2012, quasiment tous les McDonald's faisaient du 24-24. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 1 sur 5. Les 4 autres n'ont pas le personnel pour pouvoir faire du 24-24. Enfin 24-24 sur le drive, si vous voulez. Il n'est pas rare aujourd'hui d'aller dans un fast-food à 4 heures de l'après-midi et de s'entendre dire aux parleurs qu'ils sont désolés, mais qu'ils ne peuvent pas servir au drive parce qu'ils n'ont pas le personnel, ou parce qu'ils ont perdu un cuisinier, ou parce qu'ils n'ont pas l'hôtesse pour s'occuper du drive. Les restaurants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui ont mis la clé sous la porte. Ils ont mis la clé sous la porte, pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus trop chers. Et que c'était peut-être des restaurants qui avaient des ambitions, il y a peut-être 10 ans, qui pouvaient fonctionner sur le papier, qui ont fonctionné pendant quelques années, mais le problème, c'est que l'inflation, le coût de la vie, a fait que sa clientèle moyenne, préférait aller ailleurs, où c'est moins cher. Par contre, là, je peux vous dire une chose, c'est que les buffets chinois, ils sont en train de s'en foudre plein les poches. Parce que eux, ils ont augmenté. Ils étaient en moyenne, c'était 10 ou 11 dollars. Là maintenant, c'est 14-15 dollars. Mais c'est à volonté. Donc, disparition en France. Disparition de commerce de proximité. Disparition d'activités indépendantes. Alors je vous parle de commerce, je vous parle de restauration, mais c'est également vrai dans beaucoup d'autres secteurs. Des secteurs qui aujourd'hui sont en train de mourir. D'autant plus même des fois des secteurs qui permettent à la France, dans certains domaines industriels, d'être autonome, d'être indépendant. Sauf que le jour où vous faites comme ce que Macron a fait avec Alstom, avec General Electric, vous n'êtes plus indépendant. C'est comme l'armée française. L'armée française aujourd'hui qui va être équipée avec des fusils allemands, avec des munitions qui viennent de, je ne sais plus, de Bulgarie ou de Roumanie.
Le jour où vous vous fâchez avec ces pays-là, ben vous n'avez plus d'autonomie, vous n'avez plus de souveraineté dans ce domaine. Vous êtes dépendant. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les Français sont en train de se rendre compte qu'on a tellement été dépendants de l'énergie provenant d'ailleurs, qu'on ne s'est pas assuré d'avoir des ressources que nationalement nous ne pouvons pas avoir, qu'on pourrait avoir. Mais malheureusement en France, enfin, malheureusement et heureusement, vous avez des normes, vous avez des règles de sécurité environnementale qui font que c'est interdit. En France, on pourrait faire du schiste, par exemple. Mais le schiste, même si c'est une technologie qui est extrêmement maîtrisée, qui est totalement sécurisée, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Alors peut-être que ce que je vous dis là va complètement à l'encontre de ce que vous avez entendu, mais je vais remettre les choses au clair. Le schiste, la technologie de la fracture hydraulique, est une technologie maîtrisée, safe, sûre. Mais comme beaucoup de choses, à partir du moment où vous donnez ça entre les mains d'hommes vertueux, éthiques, vigilants, matures, responsables, il n'y a aucun problème. En revanche, si vous mettez ça entre les mains d'entreprises qui veulent faire du chiffre et que, parce qu'il faut faire du bénéfice, eh bien, rechignent sur certains aspects, certaines normes, certaines règles, etc., ben voilà, c'est ce qui fait que la mauvaise réputation du gaz de schiste, parce que malheureusement, pour des raisons économiques, pour des raisons de budget, eh bien, on a salopé la planète, parce qu'on n'a pas respecté les principes, on n'a pas respecté les règles, voire même des fois, quand on a la réputation d'être un pollueur, on a les lobbying, on a les influences pour casser certaines règles, certaines lois, comme ça a été le cas aux États-Unis. En France, ça résiste encore. Mais pour combien de temps? Je rappelle qu'il y a eu des sondages qui ont été faits, je crois, en Alsace. Ils ont tout de suite arrêté. Parce qu'ils se sont rendus compte que tout d'un coup, on détectait quelques petites secousses sismiques dans les profondeurs, ce qui n'est pas anodin. Et donc, la disparition de l'autonomie, du service, de la prestation, de la proximité du service, de la production, de la transformation, du produit manufacturier. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, peut-être que certains Français commencent à se rendre compte que cette réalité aujourd'hui, elle nuit. Elle nuit à la souveraineté, elle nuit à l'indépendance, elle nuit à la sécurité même de la France et de nos voisins européens, en tout état de cause. Quand vous entendez, par exemple, que des petits industriels, des petites PME, qui avaient des gros contrats avec des grosses entreprises. Si ces grosses entreprises cherchent à faire du bénéfice et réduire les coûts, eh bien fatalement, force est de constater que la France, qui n'est pas un pays réputé pour avoir un coût du travail intéressant, va pousser les grandes entreprises à aller chercher ailleurs. Par la délocalisation, ou tout simplement pour aller chercher les produits moins chers que quand ils sont fabriqués en France. Parce qu'en France, le coût du travail, évidemment, est répercuté sur le prix de vente à l'unité. Si bien que lorsque vous achetez un produit manufacturier, lorsque vous achetez un produit fini, lorsque vous-même achetez un produit matière première pour de la fabrication, de la transformation, etc., qui sont fabriqués, produits en France, il y a un moment donné, lorsqu'à prix unitaire vous êtes à 5 €, et que vous voyez que même avec le transport, si vous achetez ça en Chine, ça vous revient à 2 €. Par contre, évidemment, c'est beaucoup plus polluant. Parce qu'avant, si vous utilisiez uniquement un camion sur quelques centaines de kilomètres pour transporter, voire même peut-être utiliser le train, qui n'émet pas de carbone directement, sauf si vous utilisez du diesel, là vous utilisez quand même des gros transporteurs maritimes, qui eux par contre sont assez polluants. Donc vous voyez. Mais donc pour revenir à disparition, oui. Alors, je ne dis pas que c'est systématiquement le cas pour tous les commerces, pour toutes les entreprises et PME. Parce que malheureusement, il y a aussi des gens qui ne savent pas gérer. Il y a des gens qui ont eu les yeux plus gros que le ventre. Il y a des gens qui n'ont pas su prévoir.
Il y a des gens qui ont monté des entreprises, qui servent des salaires énormes, qui même font de la fraude, du détournement de fonds, de la fraude fiscale. Oui, ceux-là aussi, ils existent. Donc quand vous avez, par exemple, un restaurateur qui vient dans tous les médias pour raconter qu'il a trouvé un super cuisinier, mais que c'est un migrant qui n'a pas de papier, donc qu'on demande de le régulariser, vous comprendrez pourquoi le journaliste qu'il a en face de lui ne lui pose pas la question, mais vu qu'il est illégal, comment ça se passe sur le plan des charges? À quel salaire vous le payez? Parce que ce restaurateur, il veut le garder, oui. Mais à un moment donné, comment il va vouloir faire pour le garder en réussissant à le faire régulariser? S'il le fait régulariser, ça veut dire que là, il va falloir qu'il le considère comme un salarié normal, et donc il va falloir qu'il paye toutes les charges. Alors peut-être que son activité professionnelle le permet, mais encore une fois, on le sait dans la restauration. Pas tous. Attention, je ne fais pas de généralité, mais dans la restauration, on sait qu'il y a des patrons qui sous-payent, qui font du black, comme dans d'autres entreprises d'ailleurs. Moi, je peux vous garantir, j'ai cette expérience, il y a prescription aujourd'hui, d'un collègue qui était payé 35 heures en tant qu'opérateur projectionniste, mais qui faisait du black dans un autre cinéma. Et ça se faisait dans le secteur. Il y a beaucoup de projectionnistes qui avaient un emploi fixe, à temps plein, qui était rémunéré, qui payait les charges, etc. Mais qui, à côté, faisaient des extras dans des petits cinémas, parce que ces petits cinémas-là, ils n'ont pas les moyens d'avoir un opérateur projectionniste à 35 heures, voire à 40 heures. Pareil, hein, toujours le problème. On le sait, ça se fait. C'est un phénomène de mœurs. Donc forcément, quand on cherche à réduire les coûts, quand on cherche une prestation, une productivité à moindre coût, il y a un moment donné où, quand tout d'un coup vous avez une pandémie qui vous tombe sur le coin de la tronche, quand vous avez une inflation qui augmente les produits, matières premières, produits finis, quand vous avez des problèmes pour payer vos factures énergétiques, il y a un moment donné où ça ne fonctionne plus. Et dans ce cas-là, il y a un moment où il faut être réaliste et se dire vaut mieux que j'arrête tout de suite avant de me retrouver trop dans le rouge. Et puis un jour, les consommateurs qui avaient ce bénéfice, ce loisir, ce plaisir de pouvoir faire leurs courses au petit commerce du coin, verront une désertification commerciale, et puis tout d'un coup, plouf, va arriver une franchise, alors ça peut être Amazon, ça peut être Carrefour, ça peut être Auchan, ça peut être je ne sais quelle autre enseigne, qui va monter, alors, je crois que ça s'appelle les Carrefour City, hein, et apporter la proximité de différents, alors à la fois de l'épicerie, hein, vous pouvez acheter de la bouffe, des produits d'entretien, etc. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme un supermarché, mais en plus petit, mais avec une offre. Et puis, à côté, vous allez avoir une autre enseigne qui, elle, va faire un complément d'offre de l'enseigne City automatisée, etc. Où là, c'est carrément de l'automatisme. Hein. Vous êtes à l'extérieur, vous avez une borne, vous payez, machin, vous avez le produit, etc. Donc dites-vous bien que les commerces de proximité automatisés, eh bien, ça va venir très, très vite. Mais pour ça, eh bien, il va falloir créer le besoin. Et pour créer le besoin, eh bien, il faut tuer ceux qui sont déjà dans l'offre. Et enfin, pour terminer, je vais peut-être aborder le plus gros du panier, c'est la disparition de la démocratie. Alors attention, quand je dis disparition de la démocratie elle est toujours là. Elle est là, elle est présentée, elle est affublée, elle est promue, elle est présentée comme la solution, la façon de gérer un pays, alors qui n'est pas parfaite, mais on n'a pas mieux. Mais en réalité, petit à petit, au fil des décennies, ces démocraties sont devenues des apparts, des décors. Parce que force est de constater, et ça je pense que dans toutes les vidéos que j'ai pu vous faire, je vous en ai fait la démonstration, c'est qu'en réalité, tout est verrouillé.
Tout est verrouillé, pourquoi? Tout simplement parce que, aujourd'hui, si vous avez l'ambition de créer un parti politique, si vous avez les contacts, si vous avez le soutien d'un grand nombre de gens, qui peut crédibiliser la création d'un mouvement politique. Sauf que si votre mouvement politique, à un moment donné, ne rentre pas dans les clous idéologiques, ou dans les clous de rôle définis pour créer justement cette illusion de débat politique, de débat d'idées, eh bien votre parti politique ne sera jamais créé. Ou alors vous pourrez le créer, mais il sera totalement invisible. Pire, c'est que si vous commencez à être trop visible, on va faire en sorte de vous éliminer. On va faire en sorte de vous écarter de l'opinion. Force est de constater qu'on a déjà des exemples de ces partis. Vous avez par exemple l'UPR de François Asselineau, qui commençait un petit peu à monter, et puis tout d'un coup qui a été stoppé net. Stoppé net parce que certains ont considéré que sa prestation pendant l'élection de 2017 devenait dangereuse. Et du coup, on a fait en sorte qu'il ne soit pas capable d'être présent pour l'élection 2020. Pourquoi je dis ersatz? Tout simplement parce que, si vous ne le savez pas encore, le clivage gauche-droite, centriste, extrême-gauche, extrême-droite, sont des ersatz. Ce sont des partis politiques, ou tout du moins des représentations politiques, qui sont là pour faire illusion du débat politique. Sauf qu'avec le temps, il y a certaines problématiques sur lesquelles on attendait que des positions politiques, des positions idéologiques, s'affirment au sein de ces partis. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que, non. Souvenons-nous, Marine Le Pen. Marine Le Pen, un coup, c'est on sort de l'euro. Et puis tout d'un coup, non, tout on va négocier. On va renégocier les traités, les accords. Alors que, je le répète, pour négocier les accords de l'Union européenne, il faut l'unanimité des pays membres. C'est-à-dire qu'il faut que les 27 pays soient d'accord pour qu'on apporte ou qu'on lance éventuellement une commission de réforme des institutions ou du traité européen. Autant dire que de toute façon, c'est impossible. On a eu Mélenchon. Mélenchon pareil, qui part dans des positions, qui se dit que c'est un mec de gauche, on dit d'extrême gauche, mais qui à des moments finit par aller chercher, idéologiquement parlant, des idées qui sont utopiques. Mais parce qu'il va chercher le clientélisme. Et c'est quoi la fonction de l'extrême gauche? C'est quoi la fonction des insoumis? Eh bien, c'est de capter un électorat pour diluer l'opinion. C'est-à-dire qu'en captant de l'électorat, on divise finalement les Français. Et on évite ainsi que les Français, au bout d'un moment, en grande majeure partie, commencent à considérer que Macron, Renaissance, pareil. Même Zemmour, Reconquête. Zemmour a été présent parce que Zemmour était en effet un personnage qui mettait en avant des idées, qui mettait en avant des opinions, dont on savait qu'elles étaient partagées par des Français, mais des Français qui ne voulaient pas se sentir obligés d'aller plutôt vers l'extrême droite, ou tout le moins ce qu'on appelle le Rassemblement national. Donc Zemmour a su choper à un moment donné une fracture, a su choper une issue pour créer son propre parti. Allez savoir, est-ce que demain, est-ce que son parti va peut-être tout d'un coup exploser parce que peut-être des gens du Rassemblement national se rendront compte qu'ils sont en train de se faire trahir par Marine Le Pen et que finalement le Rassemblement national n'est pas aussi véhément et n'est pas aussi assuré de ses positions idéologiques qu'il n'en a l'air. Et que comme ils n'ont pas envie d'aller vers les traîtres républicains, ni vers le parti Macron, et encore moins vers la gauche bobo, la gauche bien pensante, qui de plus en plus commence à adopter des comportements qui sont tout aussi liberticides que ce qu'ils accusent chez l'extrême droite. Donc voilà, il y a des Français qui vont commencer à aller chercher des partis alternatifs. Partis alternatifs, c'est aussi les Patriotes de Philippot, c'est Debout la France, c'est aussi
des partis qui vont certainement naître à gauche. On le sent, on commence à voir des politiciens qui veulent se séparer des partis traditionnels tels que le Parti Socialiste ou l'écologie, Europe Écologie Les Verts, et ils sont dans l'intention de vouloir créer des partis pour proposer des alternatives un peu plus, peut-être cohérentes, un peu plus sérieuses que les délires de ce qui est devenu aujourd'hui, bon, ce qu'on appelle plus vulgairement la NUPES. Cette même NUPES d'ailleurs qui aujourd'hui essaie de se reconstruire un peu parce que ça commence à partir un petit peu dans tous les sens, parce qu'évidemment on commence à avoir des contestations au sein même de cette institution, de cette corporation. Donc disparition de la démocratie. Disparition de la démocratie parce que on verrouille. On a verrouillé le système. On a verrouillé une sphère. Et si vous n'êtes ni adoubé, ni intronisé, ni invité dans cette sphère pour exister politiquement et idéologiquement, eh bien vous n'existez pas. Je rappelle. Pour moi, je l'avais dit même à l'époque quand Zemmour s'est présenté officiellement comme à la candidature pour la présidentielle, je l'avais dit. J'ai dit attention, ça veut dire qu'il est adoubé. Mais il est adoubé par qui? Il est adoubé par des gens de pouvoir qui ne se reconnaissent pas ou qui ont été trahis par d'autres candidats qu'ils avaient soutenus autrefois, etc. Donc les politiciens qu'aujourd'hui, même Macron, ce sont des gens qui ont des comptes à rendre. Ils ne sont pas libres, et ils ne sont pas indépendants. Et ça, vous pouvez regarder dans les autres pays européens, hein, même aux États-Unis. Aux États-Unis, la plupart des candidats, et même aux États-Unis, c'est même assumé. Les candidats sont financés par des gens à qui, à un moment donné, ils devront des comptes. Ils ne sont pas indépendants. Or, la démocratie, c'est la liberté de proposer des idées. C'est la liberté d'avoir des débats, quels qu'ils soient. Ce n'est pas de fermer des tiroirs ou de mettre des gens dans des cases, sous prétexte parce que des gens ont des idées, des propos qui dérangent le système, qui dérangent les bien-pensants. On n'a pas le droit de traiter l'immigration. On n'a pas le droit de remettre en question les politiques européennes. On n'a pas le droit, à un moment donné, de se poser la question, est-ce qu'avec l'euro, on a véritablement de la souveraineté? Ben non, puisque vous n'êtes plus souverain déjà sur le plan monétaire. Vous n'avez pas votre monnaie. Vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie. Donc à partir du moment où vous n'avez pas le contrôle d'une monnaie, ben, vous n'êtes plus un pays souverain. Ah oui, mais l'Europe est souveraine. Oui, sauf que le problème, c'est que l'Europe est constituée de 27 pays qui ont peut-être des aspirations par le passé de vouloir construire quelque chose d'unifié. Mais très rapidement, on se rend compte qu'en réalité, c'est chacun pour soi, parce que chacun a des intérêts différents. Et si je peux vous inviter à être très attentif à quelque chose, soyez, sur cette année 2023, très attentif à ce qui se passe en Allemagne. Parce que je peux vous garantir que les Allemands, un jour ou l'autre, ils vont nous la jouer à l'envers. Et ils vont la jouer à l'envers, certainement adoubés par Washington. C'est-à-dire que le jour où, si jamais il y a une catastrophe économique, si les marchés s'effondrent, si on retrouve une crise comme celle de 2008, mais puissance 10, je peux vous garantir qu'à Washington, il y a quelqu'un qui va prendre son téléphone, qui va appeler Berlin en disant « Allez-y, liquidez l'Union européenne ». Et nous, petits Français, enfin, vous, petits Français, petits Français, à l'heure actuelle, vous avez des dirigeants qui ne font rien, qui ne pensent à rien. Et que le jour où les Allemands suicideront l'Union européenne, eh bien vous allez vous retrouver en short. Et là, les amis, si vous n'avez jamais connu une véritable crise économique, eh bien je peux vous garantir qu'il y a des Français qui vont, avec le temps, commencer à s'entretuer. À s'entretuer pour un bout de pain. Vous croyez que je suis excessif? La nature de l'homme est ce qu'elle est. Alors, j'invite à méditer sur cette question. Peut-être que même vous inviter à vous préparer.
Parce que quand la dernière corde, quand le dernier élastique qui soutient encore ce système, un système qui de toute façon est condamné à mourir, parce que les globalistes et les mondialistes, ça fait déjà depuis longtemps qu'ils sont en train de commencer à placer leurs pions pour substituer le système actuel à un autre système. Alors quand je dis système, c'est pas péjoratif, ni spécifique à quelque chose, parlant de démocratie, etc. Non. Je veux dire, les régimes politiques de chacun de nos pays, vont rester en place, mais seront gérés différemment, seront conditionnés différemment. Donc, comme je vous le dis, préparez-vous. Préparez-vous parce qu'on s'attend à des jours qui ne vont pas être heureux, surtout en Europe. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, ici aux États-Unis, ils feront tout. Que ce soit les démocrates ou les républicains, que ce soit les riches, que ce soit les globalistes, les empires financiers, ils feront tout pour préserver les États-Unis et préserver les Américains. En revanche, si la situation devient critique, ils n'hésiteront aucune seconde à tirer la chasse de l'existence même de l'Union européenne et par conséquent de l'euro. Parce qu'ils vont avoir besoin des pays européens pour renforcer le dollar, pour faire la guerre à la Chine. Enfin, continuer à faire la guerre à la Chine. Évidemment, reste la Russie. Et là encore, comment pourrait-il résoudre le problème de la Russie, si ce n'est, en tout état de cause, par quels que soient les procédés que ce soit, c'est soit abandonner l'Ukraine, se rapprocher de Poutine, pour essayer de l'extirper de ses alliances avec la Chine, ou alors éliminer Poutine. Il n'y a pas 36 000 solutions. Quant à cette idée qui circule dans les réseaux sociaux de dire oui, de toute façon la guerre en Ukraine se terminera uniquement le jour où le dernier Russe sera chassé des territoires du Donbass et de la Crimée. Là, on est en plein roman de science-fiction. On est dans de l'utopie à l'état pur. Je ferai référence à cette vidéo que je vous ai faite récemment avec l'exemple de la Yougoslavie. Mais on pourrait prendre des tas d'autres exemples. Ou des guerres qui ont été alimentées, qui ont été aidées, qui ont été financées. À un moment donné, les plans ne se sont pas passés comme prévu. Et au bout d'un moment, on a dit, bon, c'est bon, on abandonne. La Syrie. Je vous rappelle, le projet de la Syrie, c'était de dégager Bachar el-Assad dans la mouvance des printemps arabes. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas passé les bonnes alliances avec les bonnes personnes. Et du coup, ça a foutu le bordel. Donc, disparition. Je vous ai donné là 3 exemples de disparition qui sont en cours, qui sont en train de se produire sous vos yeux. Mais il y en a d'autres. Une en particulier. La disparition progressive de vos libertés. Mais ça, ces libertés, on y reviendra. On y reviendra parce que je peux vous garantir qu'il vous prévoit, qu'il vous prépare des choses qu'à un moment donné, le commun des mortels ne comprendra pas la subtilité de la chose. Je parle par exemple de ce que l'OMS est en train tout simplement de commencer à mettre en place avec son fameux traité qu'elle a finalement bientôt finalisé en signature de l'ensemble des pays membres de l'ONU. Et dans ce traité, il y a la possibilité à l'échelle internationale de donner la liberté à des États de modifier leurs propres lois internes pour permettre faciliter la mise en place de politiques sanitaires. C'est-à-dire, concrètement, permettre à un État de tout simplement passer au-dessus des constitutions, passer au-dessus des droits fondamentaux des citoyens, pour la raison de la sécurité de santé internationale. Et dans ce traité, un certain nombre de petits textes, dont un en particulier, la mise en place de l'identité numérique affiliée à un pass vaccinal. Sur ce, on en reparle, et d'ici là, portez-vous bien, et encore, bonne santé
et meilleurs vœux.